Le rapport de la littérature post-exotique avec l'activité de traduction n'a rien d'extérieur. Bien au contraire, on pourrait dire qu'il est particulièrement étroit, voire constitutif. Tout d'abord, vous, Antoine Volodine, êtes non seulement le porte-parole et le délégué des écrivains post-exotiques. Ces derniers étaient morts, emprisonnés, devenus fous ou en tout cas incapables de parler pour eux-mêmes, hors des murs de leur univers concentrationnaire, mais aussi traducteurs du russe et du portugais, d'une littérature qui n'appartient pas aux horizons du post-exotisme, à l'exception du slogan de Maria Sudaeva. Ensuite, et plus fondamentalement encore, les volumes qui apparaissent en librairie accompagnés de vos signatures constituent les preuves matérielles de l'existence d'un ailleurs. Ils représentent et véhiculent une culture non seulement relativement, mais absolument étrangère. Dans vos propres mots, le post-exotisme est une littérature étrangère écrite en français, pensée dans une langue étrangère au français, indistincte quant à sa nationalité. Pour cette raison, vos livres se forment dans une langue de traduction, située en aval d'un original inaccessible, peut-être apocryphe, et dont l'existence est de toute façon incertaine. Quel est le rapport entre cette traduction première et celle qui en dérive, comme celle en langue italienne par exemple? Comment les écrivains post-exotiques abordent-ils la traduction de leurs livres en plusieurs langues, toutes étrangères à des degrés divers, à leur univers et à leurs habitudes? Alors c'est un très grand plaisir pour moi d'être traduit en langue étrangère, et en particulier, bon, nous sommes en Italie, en particulier en italien, parce que ce qui est traduit, ce n'est pas un petit livre, c'est le début de la totalité de l'édifice post-exotique. C'est le projet de Isabella Ferretti, qui dirige 66 and Second, de publier tout le post-exotisme. Donc je suis extrêmement heureux de voir ce projet se concrétiser. En plus, j'ai une traductrice formidable qui s'appelle Anna Delia, qui a traduit dernièrement, mais c'était pas le premier livre qu'elle traduisait, qui a traduit Liturgia del Disprezzo, et c'est extrêmement agréable de pouvoir de savoir que ces textes qui ont une existence en langue française à l'origine reprennent vie d'une autre manière grâce à la magie de la traduction et de la traductrice. Donc déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi de savoir que des livres existent en traduction. D'autre part, effectivement, comme vous l'avez souligné, le fait que le post-exotisme existe en langues différentes, y compris en langue peu habituelle, comme on dirait en chinois, même en slovène, enfin bon, c'est un très grand plaisir, et ça participe de cette construction sans drapeau, qu'est le post-exotisme. Merci. En lisant vos livres et vos interviews, ce qui ressort immédiatement est la valeur que vous attribuez à ce que j'appellerais l'autonomie de cet univers littéraire. Une autonomie qui ne se berce certainement pas de l'illusion d'être absolue et qui n'est peut-être pas ostentatoire, mais qui s'avère incontournable car elle indique précisément l'altérité propre au post-exotisme. Vous avez souligné à plusieurs reprises comment cet immense édifice littéraire s'est formé sans tenir compte des goûts, des tendances, des traditions du monde éditorial, sans prêter attention aux héritages et filiations dans la littérature officielle, en veillant uniquement à produire quelque chose qui vous plaisait, c'est-à-dire qui plaisait à vous et à votre public imaginaire.
caractérisé de manière significative par les partages presque total de votre sensibilité, de votre vision du monde, de vos rébellions. Concrètement, cette altérité s'est systématiquement produite en travaillant méthodiquement pour que les noms, les lieux, les événements n'importent aucune trace pouvant les relier à un territoire culturel précis, vous engageant dans une gymnastique traductive opérant par l'autocensure, la superposition du filtre onirique et la prolifération du genre littéraire inédit, narra, entrevue, chagasse. C'est peut-être aussi pour cela que vous avez décrit votre écriture comme n'étant pas tant schizophrénique qu'obstinée, une écriture qui avance indifférente sur son propre chemin. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette question de l'autonomie ? Il s'agit à l'évidence d'une note cruciale de votre poétique dans la mesure où cela touche à la centralité presque fondatrice du plaisir de l'écrivain-lecteur, à la méthode théorisée et mise en œuvre par les surnarrateurs post-exotiques, et par conséquent un processus d'écriture qui constitue la littérature post-exotique en tant que telle. Un de mes objectifs, pas l'unique objectif, c'est d'écrire pour des lecteurs. Les lecteurs sont dans un premier cercle, dans un premier temps, des lecteurs imaginaires, hein, des lecteurs qui sont prisonniers et prisonnières dans une prison imaginaire et qui donnent aussi des fragments de texte sur lesquels travaillent les hétéronymes pour faire des livres qui paraissent à l'extérieur. C'est le principe. Mais bien entendu, j'écris, comme vous l'avez souligné, aussi pour le plaisir de fabriquer quelque chose qui est certes marginal dans la littérature, mais en même temps qui cherche à avoir sa propre esthétique, sa beauté. Alors donc ça c'est écrire pour moi-même, c'est le plaisir d'écrire. Et puis il y a des lecteurs concrets qui sont multipliés par les traductions. Et c'est pour un public concret que j'écris aussi, pour des hommes et des femmes qui existent, et avec la certitude, c'est mon objectif, hein, la certitude qu'ils puissent entrer dans mes histoires, dans mes images, et entrer et peut-être ne pas en sortir. Certaines images post-exotiques portent avec elles un halo assez caractéristique d'indéfinition et d'indécidabilité. Je pense par exemple à ces personnages qui sont décrits comme des oiseaux, sans autre précision, et qui sont ensuite vus accomplir des gestes nécessitant manifestement une constitution et une posture anthropomorphe, sans pour autant cesser d'être des oiseaux. On serait tenté de dire que ces images font partie du fonctionnement et de la complicité post-exotique entre écrivains et lecteurs, lesquels, ayant une culture, une mémoire, une sensibilité commune, et partageant la même nécessité d'échapper au regard omniprésent de l'ennemi, n'ont pas besoin de les expliciter davantage, craignant même d'être trop compris par ceux qui sont étrangers à leur solidarité conspiratrice et séditieuse. Ces images ambiguës sont elles aussi présentes dans les quartiers de haute sécurité, ou résultent-elles au contraire des faits de traduction? Ce n'est pas une histoire de traduction, cela. Il s'agit de construire effectivement une culture, comme vous l'avez dit, une culture post-exotique, partagée entre lecteurs et auteurs, lecteurs et narrateurs, et surnarrateurs, et qui s'efforce de construire des habitudes culturelles. Vous en avez signalé une, effectivement, cette porosité complète entre l'animal et l'humain, qui n'est pas décidée et qui permet, je pense, au lecteur de rêver à sa manière
de s'introduire dans des personnages totalement marginaux, extrêmement mal posés dans le monde, pour après s'être détaché du monde, rentrer plus facilement dans l'écriture post-exotique. L'édifice post-exotique est sur le point de s'achever, avec la publication du 49e volume, Les Cyclopéennes Retour au Goudron, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, qui sera assigné sur le nom collectif d'Infernus Ioannes. Antoine Volodine a récemment publié son dernier roman, Vivre dans le feu, faisant ses adieux au monde éditorial d'une manière loin d'être morose, tandis qu'Emmanuel Adreger a annoncé arrêt sur enfance, 48e et donc avant-dernier volet de la Mosaïque. Comment Elie Kronauer et Luz Bosman ont-ils pris leur retraite? Et Volodine, qu'a-t-il intention de faire maintenant? Va-t-il enfin rejoindre les autres dans les quartiers de haute sécurité? Comment imaginez-vous, une fois imprimée la dernière phrase, c'est « Je m'étais », qui clôturera Retour au Goudron, la postérité de cet étrange objet littéraire qu'est le post-exotisme? D'abord, c'est très difficile d'imaginer une postérité. Et d'autre part, la dernière phrase, je l'ai dit et redit, sera bien « Je me tais » et après m'être tu, je ne ferai plus d'apparition publique de publication. Mais je vois que vous êtes très, très bien renseigné sur les derniers titres. Alors, effectivement, Manuel Adreger va faire paraître dans quelques mois Arrêt sur enfance, qui sera le dernier titre de l'édifice post-exotique romanesque proprement dit. Et d'abord, c'est très important parce que ça sera une voix féminine. Et j'accorde une grande importance aux voix féminines dans toute mon œuvre. Et Manuel Adreger a signé de très nombreux textes dans cet édifice. Et d'autre part, après ce dernier titre romanesque, viendra vous avez dit ce cyclopéen Retour au Goudron, Infernus Ioannes, 4000 pages et plus, 4400 pages, qui seront dans un premier temps, parce que au niveau éditorial c'est presque impossible de faire paraître ça, qui deviendront une performance artistique, architecturale, qui sera montrée sous forme d'une plongée qui sera offerte aux lecteurs et lectrices à l'intérieur du texte, qui sera exposé. Donc ces 4400 pages seront exposées. C'est énorme, mais ça permettra de s'immerger à l'intérieur d'un objet très étrange qui est la performance signée Infernus Ioannes. Et Infernus Ioannes, c'est une suite c'est un composé collectif de toutes les voix du post-exotisme, anonymes, non anonymes. Il n'y aura aucun texte signé à l'intérieur de ces innombrables pages. Infernus Ioannes, je le rappelle, a déjà existé éditorialement dans le paysage français, avec un titre qui est paru il y a 2 ans, qui est « Débrouille-toi avec ton violeur ». À plusieurs reprises, vous avez expliqué que le post-exotisme est né à tâtons et de manière intuitive, se formant progressivement, donc sans un projet bien défini en amont et sans suivre des tracés ou des contraintes compositionnelles particulièrement rigides du type Oulipo. Maintenant, et en pas de l'achèvement de cet édifice, de quelle manière votre vision de cette entreprise a-t-elle changé? Si elle a changé, plus généralement,
Quelle est la temporalité propre à la littérature post-exotique? S'agit-il d'une littérature immobile ou a-t-elle au contraire traversé des phases? Comment apparaissent rétrospectivement vos 4 premiers romans publiés, dont Rituel du mépris qui vient de paraître en traduction italienne et qui sont d'une certaine manière antérieurs à la prise de conscience de soi du post-exotisme? Nous lecteurs, probablement avec une soif du début qui ne vous appartient pas, avons certainement envie de lire Biographie comparée de Julian Mulgrave. Les 4 premiers livres parus, d'abord, ne sont pas les 4 premiers livres écrits. J'ai écrit énormément depuis ma petite enfance, comme on le voit dans Scrittori. J'ai écrit énormément et la parution a commencé en 1985, j'avais 35 ans et j'ai laissé derrière moi de nombreux manuscrits qui ne sont pas du tout destinés à la publication. Et déjà, il y avait une sorte d'élan scriptural, d'élan dans les thématiques, dans la manière de construire des romans qui se retrouvent dans les 4 premiers romans qui ont été édités dans une collection de science-fiction, mais qui, pour moi, étaient à part, marginaux dans la littérature française et pas marqués par le sceau de la science-fiction. Donc j'ai continué sur cette lancée et effectivement, c'est après une dizaine de romans, même un peu avant, que le projet s'est véritablement cristallisé pour donner cette idée du post-exotisme comme littérature complète, à part, totalitaire également, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, qui ne regarde pas ce qui se passe dans la littérature contemporaine, mais qui se construit complètement sans concession. Et peu à peu, effectivement, j'ai marché sur ce chemin avec plaisir, toujours sans contrainte, en regardant derrière moi, sans regretter ce que j'ai fait. Voilà. Donc aujourd'hui, où effectivement l'édifice est en train d'être couronné par cette performance qui est Retour au goudron, je n'ai plus cette angoisse que j'ai eue d'arriver à terminer le projet, à signer 49 titres. Peut-être depuis toujours, mais apparemment avec une centralité de plus en plus marquée, l'un des motifs récurrents du post-exotisme est ce que vous avez récemment décrit comme la volonté, voire l'art, de poursuivre la survie dans un contexte de plus en plus défavorable et inhospitalier. Fait c'est quoi ce que nous avons appris ne s'avère pas toujours adéquat ni suffisante. Juste cette année, un de vos écrits, et plutôt atypique par rapport au reste de votre production, a été publié. Un récit moral dont les conclusions sont formulées ainsi. Une fois dans les berteux, n'est pas trop compter sur les thèses d'avril pour s'en sortir. Vous n'avez jamais cessé de réaffirmer votre refus d'une littérature qui voudrait imposer une vision du monde ou des thèses, tout comme la désillusion des écrivains post-exotiques face au potentiel politique de la littérature. D'un autre côté, vous avez également souligné qu'au fil des ans, la tonalité de vos livres a évolué, accompagnant à sa manière l'histoire mondiale, ses inversions et ses effondrements. Ainsi, par exemple, la fin de l'humanité est devenue un thème plus pressant, et aujourd'hui, il est vraiment difficile, en vous lisant, de ne pas penser à la catastrophe écologique et à toute une série de crises manifestes et intercroisées. Si le post-exotisme ne veut rien proposer d'utile pour affronter les défis de la contemporanéité, comment devons-nous comprendre cette intervention inattendue dans les débats français qui cherchent à repenser les rapports entre littérature et politique? Depuis le début de mes publications, les livres
qui sont sortis en public étaient marqués par une réflexion politique qui était profondément révolutionnaire, révolutionnaire, et avec une vision du monde qui était marxiste, qui reste totalement marxiste. Mais je dois signaler quand même que mes premiers livres ont existé à un moment où d'abord l'URSS existait et n'était pas du tout prête à disparaître. Il y avait dans le monde un affrontement entre on va dire une forme de socialisme et entre socialisme et capitalisme, voilà. Et après les années de troubles qui ont marqué la fin du XXe siècle, l'alternative entre socialisme et barbarie a changé et seule la barbarie est restée. Donc nous vivons, à mon avis, je ne suis pas le seul à penser, mais enfin nous vivons dans un monde barbare. L'absence de perspective est beaucoup plus grande que dans les années 80, où paraissaient mes premiers livres, où il y avait, où l'idée même de la révolution mondiale existait. C'était concrètement devant nous. Aujourd'hui, on est dans une période noire de l'humanité, je trouve, et c'est pourquoi, à partir du début du XXIe siècle, il y a eu une évolution, effectivement, dans le traitement de mes histoires, de mes personnages. Or, bien sûr, l'évolution est normale, hein. Je ne peux pas réécrire sans arrêt les mêmes livres, hein. L'évolution est normale, mais je me suis intéressé, je dis je, pour dire tous les auteurs post-exotiques, hein, Luz Bassmann, Manuel Fregerelli, Cronauer, et Infernus Johannes comme collectif. Nous nous sommes plus intéressés à des destins individuels qui sont marqués par une marche dans l'après-mort, puisque le Bardo Thodol est notre phare poétique, le livre des morts tibétains, et qui raconte que après la mort, la vie continue. Et donc la plupart de nos livres ont commencé à raconter des histoires qui se passaient après l'écroulement, après la fin. Alors la différence, c'est que effectivement au début, dans cette production qui est assez vaste du post-exotisme, au début, l'après était conçu comme un après cataclysmique raté, alors que dans mes derniers textes, dans ce que je me souviens de mes derniers textes, et particulièrement dans tout ce qui se trouve dans Retour au goudron, on trouve on met en scène, je mets en scène des personnages qui ne se préoccupent plus du cataclysme, qui sont en marche vers leur propre extinction, vers l'extinction totale de l'humanité, et qui avec humour souvent, pensent à l'échec de tout ce qui a précédé. Mais ils marchent donc dans le noir, dans les cendres de la civilisation.
tant que lecteur passionné et sympathisant du post-exotisme, j'ai toujours essayé d'accepter ces règles, conscient que le vrai lecteur du roman post-exotique est l'un des personnages du post-exotisme. J'ai donc lu vos livres sans me poser trop de questions, car la complicité présupposée entre l'écrivain et le lecteur impliquait que je devais déjà connaître les réponses, que les vides, les divagations, les mensonges contenus dans les textes n'étaient pas destinés à moi, mais aux inquisiteurs étrangers à notre pacte, qui, à un certain moment, inévitablement, en empareraient, lui posant des questions sans réponse, puisque, à vos mots, il n'y a pas d'énigme. Les livres scellent une alliance amoureuse que la laideur de la politique et de la guerre ne peut atteindre. Pour cela, comme vous le savez probablement déjà, il n'est pas facile de vous interviewer. Il faut essayer d'éviter les scénarios de l'interrogatoire, de l'interprétation, de l'explication. Quel rapport avez-vous avec la critique, les lectures et les interprétations plus ou moins académiques de votre œuvre? Est-il possible de faire une analyse non inquisitoriale du post-exotisme? Je pense bien sûr que les chercheurs ne sont pas des inquisiteurs. Évidemment, la plupart savent que dans le post-exotisme en Dilson, le 111, il y a une description terrible de critiques qui viennent en prison poser des questions sur le post-exotisme, sur les formes du post-exotisme, sur les thématiques du post-exotisme. Et bien sûr, il ne manque pas d'être gêné en disant « j'espère que je ne suis pas comme Newkey et Blotno qui posent ces questions ». Mais en fait, j'ai de très bonnes relations avec toute la critique littéraire qui peut-être parce que mes livres sont assez particuliers, assez riches, suscitent beaucoup d'interrogations qui sont riches pour moi aussi. Alors bien sûr, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de travaux universitaires, en France en particulier, avec des approches que je ne comprends pas. Techniquement, je suis incapable de comprendre un certain nombre de questions qui se posent sur la diégèse, etc. Bon, et parce que je n'ai pas cette formation personnellement, et je tâtonne dans mon écriture, tout est spontané. Enfin, tout est spontané avec beaucoup de travail, mais je ne cherche pas justement, vous avez parlé d'Oulipo tout à l'heure, je ne cherche absolument pas à obéir à des contraintes que des universitaires pourraient se poser, par exemple, dans la rédaction d'un livre, ce personnage répond-il, atteigne le schéma linguistique pour moi, c'est quelque chose qui m'est étranger. Voilà, mais j'accepte ça m'amuse beaucoup aussi d'être analysé, il y a un type d'analyse que je n'ai jamais vu jusqu'à présent, c'est de la psychanalyse. Et comme il y a énormément d'aspects fantastiques et oniriques dans ce que j'écris, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas d'approche psychanalytique du post-exotisme, mais peut-être que c'est très bon qu'il n'y en ait pas une pour l'instant, parce que ça pourrait porter le risque de me bloquer complètement pour la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie.